Bonjour, bonjour les héros. La lecture est bien souvent une porte ouverte sur le monde et plus encore quand on ne peut pas sortir. Quand je lis, j'entre dans la tête des protagonistes, je suis en immersion dans divers univers. Je chemine sur les pas des personnages, je suis en immersion dans un monde créé par un auteur. Pour le premier interview sur la chaîne YouTube Andy Heroes, j'ai invité un auteur d'heroic fantasy pas comme les autres. Il nous entraîne au cœur même de l'histoire de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, des Amériques, enfin bref, pratiquement tous les continents y sont. Il y a dans ces romans une part importante de fantaisie, de mythes, de légendes et de mondes fantasmagoriques. Bref, vous allez adorer. J'ai donc l'honneur et le privilège de recevoir le chroniqueur de la tour. C'est parti. Bonjour. Bonjour, Pourquoi avoir choisi ce nom d'écrivain? je voulais quelque chose d'un peu mystérieux qui soit adapté à l'époque. Alors honnêtement, il y a eu la tour a pris beaucoup de couleurs, ça a été la tour sombre, la tour claire, presque, il y a eu la tour arc-en-ciel aussi, et puis on est revenu à la tour tout simplement, pour que ce soit tout le monde puisse projeter ce qu'il veuille un peu dans cette tour finalement. Et les personnages vont parler d'une tour, avec un T majuscule, et donc en fait les lecteurs vont se rendre compte que le narrateur qui habite dans cette tour est peut-être pas forcément très neutre, en fait, au fur et à mesure de l'histoire. Peux-tu expliquer en quelques phrases l'histoire de ta série de romans? Alors, l'idée, c'est de reprendre une époque où il y a eu des bouleversements très importants et qui ont des répercussions jusqu'à maintenant. On peut faire plein de parallèles avec ce qui s'est passé il y a 500 ans et ce qui se passe actuellement, mais d'abolir toutes les frontières qu'il y a entre le réel et le mythe, entre le réel et le fantastique. À cette époque-là, les gens croyaient sincèrement aux anges, aux licornes. Ils mettaient plein de symboles partout sur leur tableau. Et donc du coup, c'est de se remettre dans cette ambiance-là, dans cette ambiance mentale où il n'y a pas vraiment de frontière entre le réel et le fantastique, et de re-raconter l'histoire de cette époque de cette manière. Qui t'a donné l'idée d'écrire une histoire autour du plus emblématique roi de France? Alors en fait, j'ai eu l'idée de faire cette saga en 2015, lorsqu'il y a eu les 500 ans de la bataille de Marignan. Et j'ai cherché un peu, je me suis rendu compte que cette bataille, qui est extrêmement célèbre, tout le monde sait 1515 Marignan, et elle est très peu présente dans la littérature. Et donc du coup, je me suis dit, il y a sans doute quelque chose à faire autour de ça. Et de fil en aiguille, euh, d'une histoire autour de la bataille de Marignan, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose de nettement plus large et de nettement plus excitant. Chaque roi européen a un animal emblème que seuls peuvent voir. Pour le roi François Ier, c'est une salamandre. D'ailleurs, j'ai adoré la scène où elle traverse la Méditerranée pour aller se rendre à Tlemcen et des Haines de Montmorency en mauvaise passe face à Harouch Barberousse. Comment as-tu l'idée de ces animaux? C'est pas moi qui ai eu l'idée de ces animaux, ce sont les rois eux-mêmes qui ont choisi pour emblème ces animaux qui symbolisent tout un tas de choses. Alors le prédécesseur de François Ier, Louis XII, avait pris un porc-épic. François Ier a choisi une salamandre qui crache des flammes et qui son slogan, c'est sa devise plutôt, c'est Nutrisco et extinguo, ça veut dire je nourris le bon feu et j'éteins le mauvais. Et Charles Quint a choisi l'aigle à deux têtes, l'aigle impérial à deux têtes, donc un aigle, quelque chose qui rappelle un petit peu l'Empire romain, et puis qui a deux têtes, donc il peut regarder dans toutes les directions, et qui est très puissant et qui observe partout. Quand je parlais d'animaux emblèmes, je pensais à l'idée de les rendre vivants, parce que là, ils interagissent en fait. Ah, mais c'est là aussi, c'est prendre les symboles de manière littérale. Et si François Ier a choisi cet emblème, c'est que cet animal représentait quelque chose pour lui, et donc de cette relation qui est purement imaginaire, en faire une relation qui est réelle, comme si c'était son animal de compagnie,
Et c'est pareil pour Charles Quint. On en apprend des choses dans tes romans, car tout ce que tu décris des conflits entre François Ier, l'empereur Charles Quint, Henri VIII et tous les autres font partie de l'histoire du XVIe siècle. Enfin, on voyage dans tes 3 tomes. Est-ce ton but de faire découvrir ou redécouvrir tous ces grands noms de l'histoire? Oui, c'est-à-dire que ces personnages assez hauts en couleur, euh, ce qui est intéressant, c'est comment ils ont interagi. C'est-à-dire que des décisions de François Ier vont influencer des décisions de Charles Quint, qui vont influencer les décisions de Suliman, qui vont réinfluencer les décisions de Charles Quint, qui vont influencer les décisions de Henri VIII. Et donc c'est ce jeu de ping-pong à travers tout le continent, ce jeu des trônes, en quelque sorte, qui était intéressant à faire. Et donc je l'ai construit au fur et à mesure. C'est-à-dire dans le premier tome, c'est très centré sur François Ier, dans un premier temps. Ensuite, on rajoute Charles Quint, Soliman le Magnifique et Henri VIII arrivent vraiment qu'au deuxième tome. Donc c'est une construction progressive et le véritable jeu est lancé en fait dans le deuxième tome et surtout dans le troisième tome. Le pape qui réveille les cadavres fait autant flipper que ces créatures de l'enfer. J'aime beaucoup tes descriptions de ces armées des morts, quand tu décris leur aspect physique et les organes en putréfaction. Ça ne te fait pas faire des cauchemars la nuit pour avoir créé de telles scènes tellement bien décrites, comme celles des batailles épiques. Alors les batailles épiques, Peut-être ça permet d'éviter de faire des cauchemars. C'est-à-dire si on prend en quelque sorte le contrôle sur des choses un peu morbides, on peut imaginer en avoir un peu moins peur. Ça, je suis un biologiste, donc je suis toujours fasciné par les choses scientifiques et biologiques. Et lorsque j'étais petit, lorsque j'étais à la campagne, il y avait un chat qui était écrasé sur le bord de la route et je me souvenais, j'allais en vélo tous les jours voir comment il se décomposait. C'est quelque chose d'assez fascinant. C'est l'idée de quelque chose observé il pourra mieux apprivoiser la mort finalement et se dire la normaliser d'une certaine chose, d'une certaine manière. je suppose que tu vas remonter dans tes tomes jusqu'à la mort de François Ier, ce qui promet moult livres. Hein. Ou peut-être continueras-tu avec d'autres personnages qui sont assez intéressants pour avoir leur propre tome? Alors, donc il y a 9 tomes qui sont prévus jusqu'en 1547, à la mort de François Ier. En fait, il y aura 3 groupes de 3. Hein, il y a une logique à trilogie qui s'est installée. Et en fait, je pense aussi sortir des livres spécifiques à des personnages. Par exemple, Hernán Cortés, de l'autre côté de l'Atlantique, a une histoire qui est assez spécifique. Donc, je peux faire un livre spécifique sur son histoire, où je reprendrai spécifiquement son histoire, et puis je rajouterai un certain nombre d'éléments qui n'ont pas eu leur place dans l'histoire générale, mais qui peuvent être intéressants d'explorer dans le cadre d'un livre centré sur Hernán Cortés. C'est un peu comme dans l'histoire sans fin, c'est-à-dire qu'on peut imaginer des histoires dans les histoires à l'intérieur des histoires, mais à un moment donné, et ça c'est important lorsqu'on écrit, il faut savoir s'arrêter pour pas que ça devienne énorme. Et dans l'histoire sans fin, Michael Ende, l'auteur, fait dire à plusieurs de ses personnages ou au narrateur, il dit euh, c'est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Hein, donc il ouvre des portes, il indique qu'on peut ouvrir une porte, mais il indique que c'est pour un autre volume ou un autre livre. Est-ce que tu as visité les lieux dont tu parles dans tes 3 premiers tomes? Oui, absolument. Et d'ailleurs, par exemple, là, cet été, j'étais à Turin et c'était l'occasion d'écrire la prise de Turin par les Français de 1536. Donc c'était intéressant de l'écrire sur place. Et puis lorsque j'ai le choix, je choisis des lieux que je connais. Par exemple, les Anglais qui ont attaqué la Bretagne en 1522, ils ont attaqué à Cherbourg et à Morlaix. Je ne connais pas Cherbourg, mais je connais très bien Morlaix. Et donc du coup, évidemment, j'ai choisi le cadre de Morlaix pour raconter cette invasion. Et l'un des héros va se réfugier dans un manoir qui s'appelle le manoir de Keruela, qui existe vraiment et dans lequel j'ai logé dans cette ville. Donc bien sûr, il y a une histoire personnelle qui se mêle à l'histoire d'il y a 500 ans. Quelles sont les œuvres qui t'ont le plus influencé pour écrire? Alors, l'œuvre qui a débloqué la chose, c'est clairement Game of Thrones ou A Song of Ice and Fire de George Martin. Je l'ai lu en anglais, donc je vais avoir beaucoup d'anglicismes. Et
Parce que je me suis rendu compte que comme ça a marché, le public est capable d'avaler une histoire qui est quand même très très large, avec énormément de personnages et énormément de points de vue. Et lorsque j'avais cette histoire dans la tête, je me suis rendu compte que l'histoire que j'avais dans la tête ne pouvait marcher que comme ça, et était vraiment intéressante si on multipliait les points de vue. Et c'est ce que George Martin fait très très bien. Donc comme le public, ça a bien marché auprès du public, je me suis dit, ok, je peux avoir cette ambition-là et faire quelque chose de vraiment très large. Ça n'a pas marché pour tout le monde, pour tous les lecteurs, mais au moins ceux qui ont lu ces œuvres-là pourront euh, lire les miennes. Et puis il y a eu bien sûr les grands classiques de la fantaisie. Il y a aussi Guy Gavriel Kay, qui est un auteur qui mélange très bien la fiction historique avec une touche de fantastique, alors un petit peu moins présente que dans mes livres, mais qui le fait très très bien. Guy Gavriel Kay, cependant, il invente des noms de lieux et des noms de personnages, même si dans ces romans, on se rend bien compte, ok, c'est inspiré de Byzance, ou c'est inspiré de l'Espagne à l'époque de la Reconquista, ou c'est inspiré de la Chine, des empires chinois. Moi, j'ai pris le parti de vraiment utiliser des personnages historiques dans des lieux historiques pour vraiment faire ce mélange, ce choc finalement entre ce qui est vraiment l'histoire et le fantastique. Et je pense que c'est justement de ce choc qu'on crée les étincelles. Ça peut perturber un petit peu le lecteur, mais je pense que c'est bien de perturber le lecteur en fait. Alors, maintenant, des questions plus légères. Alors, si tu pouvais être un personnage d'un animé, qui serais-tu? Je connais assez mal les animés. Donc non, je connais pas très bien. Si, alors si, Les Mystérieuses Cités d'Or, c'est un dessin animé qui est japonais, c'est un animé. Donc, bien entendu, quand j'étais enfant, je voulais être Esteban. Euh, Maintenant que je suis un scientifique, je suis plus Tao, en fait. Et puis, lorsque quelquefois je me mets à rêver un petit peu et à me lâcher un petit peu, bien sûr Mendoza avec sa superbe cape qui contrôle tout, un petit peu manipulateur. Il peut y avoir ce côté-là maintenant en tant qu'adulte. Alors, devant quel artiste, vivant ou mort, serais-tu comme un enfant avec des étoiles plein les yeux? Oh, je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire à Léonard de Vinci. Je pense, surtout après avoir étudié sa vie. C'est un des personnages clés du premier tome. Euh, il y a beaucoup de mystères. Il a commencé beaucoup de choses. Il a fini pas beaucoup de choses, finalement. Et il s'est intéressé à tellement de choses variées. Et donc, je voulais savoir quel était le but de ses recherches, finalement, et quelle était sa méthode pour être capable d'avoir une palette aussi large. Hein, on est à l'heure actuelle, ce qu'on appelle des savants sont des petits savants, c'est-à-dire qu'ils sont spécialisés dans un domaine. Donc c'est pas pour les réduire, hein, parce que la science a tellement avancé que maintenant, pour apporter quelque chose dans un domaine, il faut être ultra spécialisé. À l'époque, il y avait encore la possibilité d'avoir des capacités, d'apporter des choses nouvelles dans énormément de domaines, et y compris dans l'art, pas seulement dans les sciences. Et discuter avec quelqu'un qui avait cette capacité-là, ça aurait été un vrai bonheur. Alors, quel livre aurais-tu aimé écrire? Ah ben, là j'écris les livres que j'aurais toujours souhaité écrire, donc c'est un peu une sorte de lune de miel qui continue finalement. Dans les livres existants, dans les livres existants, euh, ben, en fait, c'est prendre un peu l'antithèse. De ça, j'aurais aimé écrire un livre comme Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est au contraire extrêmement ramassé, assez peu de personnages, très court, et, euh, et qui est un livre qui va toucher vraiment tout le monde. Ce qui, je pense, n'est pas le cas de ces livres-là. Il y a un profil, ça correspond très bien à un certain profil de lecteur, alors que le Petit Prince, c'est vraiment quelque chose qui est
complètement universel. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la sortie du tome 4 en mai 2022? Alors que les lecteurs du tome 3 continuent dans le tome 4, et donc on fait tout pour. Euh, donc les retours sont très positifs, donc l'idée c'est pas de pas décevoir, hein, de clairement pas décevoir, il y a des attentes qui sont importantes, et en même temps d'emmener les gens ailleurs. C'est-à-dire que là il y avait un ensemble des trois premiers tomes, la première trilogie. Et là, la deuxième trilogie va poursuivre, bien sûr, les histoires qui ont été commencées, mais le ton sera un petit peu différent. Et j'ai décidé de m'éloigner un petit peu des rois et des empereurs et de plus voir les gens du peuple. Et donc, il y aura plus de personnages que j'ai moi-même inventés. Et donc, j'espère que le public va les adopter. Merci, très cher chroniqueur de la Tour. Votre plume et votre gentillesse vous honorent. Merci. Merci, Karima.